Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la 39e vidéo, enfin, sur un film d'animation. Et aujourd'hui, on va parler du désastre économique qui a été Over the Sky. Euh, bon, ou Kimi wa Kanata. Bon. Alors, un désastre économique, mais on verra que ce film désastre économique a été prévisible pour plusieurs raisons. Pour trois raisons, en fait. Alors la première raison, elle est toute bête, hein, je pense que c'est la plus évidente de toutes, c'est le film sort le 11 novembre 2020. Voilà. Petit contexte, hein, je pense que c'est tout ce qui s'est passé entre 2019 et 2020. Effectivement, dans l'industrie des films d'animation japonais et un peu dans toutes les industries qui existent autour de la planète, le Covid a fait son petit effet et forcément ça a retardé grandement la production et peut-être, et on peut peut-être excuser le fait que l'animé slash film d'animation est un petit peu simpliste sur certains de ses choix, notamment vers la fin du film, bon même au début en fait un peu partout. On peut se dire qu'avec les difficultés financières qu'aurait eu le studio producteur, on pourrait se dire ok d'accord on comprend, voilà, il y avait des difficultés, tout le monde est passé par là, c'était peut-être difficile de finir le film. Bon, voilà. Sauf que vous allez voir que bah, les deux autres raisons, en fait, elles sont liées directement au studio. Et la première est littéralement le réalisateur lui-même, on reviendra, et pire que réalisateur, hein, parce qu'il est scénariste et aussi coproducteur, parce que ce film, oui, est une création originale, et c'est un pari extrêmement risqué de donner un projet à Yoshinobu Sena. Alors pourquoi Yoshinobu Sena? C'est un risque parce que déjà, comme vous le savez certainement, déjà quand on donne des projets de films d'animation, même s'ils ne sont pas en création originale, c'est parce qu'il y en a beaucoup, mais en général on a tendance à aller chercher des gars qui ont de la compétence, qui ont de l'expérience, qui savent faire des choses, qui sont déjà passés par des grandes maisons, soit des maisons d'édition, soit par des studios d'animation, qui ont deux trois animés qui, à leur actif, soit en tant que réalisateur, réalisateur d'épisodes, animateur clé, enfin qui ont des rôles importants sur des animés qui ont du renom. Euh, ça arrive souvent, et ce, même si le film n'est pas en création originale. Et on rappelle, hein, les films en pure création originale dans l'animation japonaise, il y en a assez peu, hein, finalement. Quand on regarde les Ghibli, il y a quasiment, il y a seulement, je crois qu'il y a à peu près 20%, 15% qui sont en création originale. C'est assez peu, hein, finalement, quand on se rend compte par rapport à la qualité, hein, donc ça n'empêche pas, évidemment, d'avoir des films de grande qualité. Et ben Over the Sky, c'est un film en création originale qui est donné donc à un mec qui n'a absolument aucune expérience. Alors c'est pas qu'il a aucune expérience, et c'est peut-être même pire, c'est qu'il en a une expérience, mais une expérience qui est comment dire assez douteuse. Sachant que c'est lui-même, la légende, qui en 2015 a réalisé la petite série, on va appeler ça une mini ONA de 12 épisodes de 4 minutes, Vampire Holmes. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose, d'ailleurs ça m'a fait rire parce que dans mes recherches, parce que j'avais vu, je vous le cache pas en toute transparence, Manga Trash en avait parlé sur sa chaîne il me semble, assez récemment sur les pires animés de l'histoire. Et je crois que sauf erreur, si je me souviens bien, cet animé Vampire Holmes fait partie de ceux qui en parlait. Et effectivement, quand je suis allé chercher sur MyAnimeList, on est sur une moyenne de 3,32 euh, donc sur MAL, ce qui le place à la 13 392e place, ce qui est pas ouf, on va pas se mentir. Et bon, reproche, animation, scénario, enfin, vous vous doutez bien que pour une moyenne de 3,32, il faut vraiment avoir fait quelque chose d'horrible, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste l'animation qui va pas, enfin, il faut l'animation, le scénario, les personnages, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Et le mec, il a fait ça en 2015. Ensuite, on le revoit plus, jusqu'en 2019, où il nous sort une ONA qui s'appelle Sakai Hatred. Et c'est le genre d'œuvre qui pourrait potentiellement m'intéresser parce que c'est une œuvre qu'on appelle multimédia, donc qui touche un peu les thèmes du jeu vidéo, mais aussi du manga, un peu façon animation aussi. Voilà, c'est un truc qui ressemble à beaucoup de choses, quoi, qui rassemble beaucoup de choses, avec des mondes parallèles. Donc on est un espèce de slice of life, isekai, science-fiction, je sais pas trop quoi. Un espèce de mélange assez bizarre. Et ça m'intéresse parce que c'est des trucs assez bizarres et expérimentaux et plus de l'œuvre de comment un fan travaillerait. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Mais
si vous cherchez cette œuvre, vous ne la trouverez pas. Elle n'existe pas, on sait même pas, on n'est même pas sûr qu'en fait qu'il n'y a eu qu'une seule ONA. Certains disent qu'il y a eu un épisode, sur ML vous allez avoir qu'il n'y a qu'un épisode, d'autres disent qu'il y en a 4 ou 5. On ne sait même pas combien de temps elle fait, on ne sait rien sur cette œuvre, on ne sait pas où la trouver, on n'a aucune information. Et moi j'ai envie de dire, bon, l'un des pires animés de l'histoire, et un truc complètement invisible dans un genre assez particulier quand même. Alors peut-être que c'est très bien, je ne sais pas, vu que sur RML, si vous cherchez, il n'a aucune note. Il n'est pas noté, celui-là. Il est marqué NA, voilà, non attribué. Et donc, après ces deux œuvres, pour se dire, voilà, il s'est rattrapé avec un magnifique film, une magnifique série. Non, non, c'est direct Over the Sky, voilà. Et du coup, c'est là que j'arrive à la conclusion que, est-ce que finalement, Over the Sky n'est pas un film de confirmation, mais plutôt un film de lancement de carrière? Parce que c'est vrai que sa carrière, on va dire qu'elle est très légère avant ça. Hein. Mais si c'est un film de lancement de carrière, c'est quand même relativement curieux. Parce que la plupart, encore une fois, des mecs qui font leur premier film, c'est pas des amateurs. En général, c'est des mecs qui savent de quoi qu'est-ce qu'ils font, pardon, euh, avant d'être engagés pour des films. Par exemple, on avait parlé du Roi Serre il y a quelques mois, et le Roi Serre, bah, son réalisateur, il avait travaillé avec Hayao Miyazaki sur Chihiro et Mononoke, il est character designer de Mononoke, donc comment dire que voilà, l'expérience il a quand même acquise. Et pourtant, le Roi Serre, ça reste quand même sa première réalisation. Certes, un film, mais un film fait par un mec qui a quand même une expérience qui date de Mononoke et même peut-être un petit peu avant. Donc le mec, il a quand même, au moment où le film sort, quasiment 30 ans d'expérience. Donc c'est pas rien, quoi. Si les mecs, les réalisateurs en général, ont tous plus de 35 ou 40 ans, c'est pas totalement un hasard. Parce que ces projets, ils coûtent tellement cher que on veut pas les donner à n'importe qui. Et j'ai l'impression qu'on en a rien à foutre. Et sinon, on en arrive au troisième problème, qui est le studio en lui-même. Digital Network Animation. Bon, si vous êtes suiveur d'animation japonaise, vous avez probablement jamais entendu parler de ce nom, et vous dites peut-être que c'est plutôt des distributeurs, mais non, c'est bien une maison de studio d'animation. Et fou, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est peut-être parce que ces animés sont assez peu connus. Et finalement, à part Sakai Eitrade dont on parlait, donc Vampire Hall, ça c'est un autre studio je crois, mais à part du coup Sakai Eitrade et du coup Over the Sky qui a été fait par Digital Network Animation, il n'y a que deux autres œuvres que j'ai trouvées sur My Anime List qui sont du Digital Network Animation, dont l'une qui est une suite de Tenchi Muyo, l'un des premiers harems un peu dégueux qu'on avait pu voir dans les années 90. C'est Tenchi Muyo GXT je crois, donc c'est un peu une espèce de suite. Et leur meilleur animé, qui est noté, attention, tenez-vous bien, à 7,11 étoiles, c'est beaucoup, hein, donc dans les 3300e, un truc comme ça, et qui, si vous me le permettez, pour le titre, je vais aller prendre ma feuille. Konshu Aki Saneta Reiju wo Inonata Orega Ikenai Koto wo Oshikomu. Ce nom est merdique, oui. Vous voulez un titre anglais? Bah, il n'y en a pas, hein, démerdez-vous. Enfin, bref, c'est de ce que j'ai compris de cet homme, c'est à peu près un peu bon, un slice of life, un peu romance, bon, un truc un peu bateau, un peu classique, mais ça n'a pas l'air forcément très mauvais, enfin ça a l'air plutôt bon. Donc on est quand même sur un studio assez moyen, avec un réalisateur qui a aucune expérience, qui nous sort un film qui est annoncé comme étant un nouveau blockbuster de 2020, comme un successeur potentiel, des grands films d'animation du XXIe siècle, et il balance ça comme ça. Fallait être un peu crédule à l'époque pour les croire. Alors certes, le Covid n'a pas forcément beaucoup aidé à faire mieux, mais le film, comment dire qu'on arrive avec des arguments, que ce soit réalisateur ou studio, voilà, des arguments qui sont pas forcément très convaincants. Et c'est là qu'on va être surpris. C'est que le film, Over the Sky, est très loin d'être mauvais. C'est pas un mauvais film, on n'est pas sur vraiment les espèces de grosses merdes qu'ont été par exemple la première création du réalisateur. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler d'un lancement de carrière. Et c'est assez surprenant de dire que le lancement de carrière d'un studio d'animation et d'un homme réalisateur se fait par un film en création originale qui a été finalement un échec commercial. Parce que oui, le film a été un pur échec, 200 millions d'yens ont été investis pour faire ce film, et il en rapportera
À peu près 100 millions, je crois. Ouais, ils ont quasiment perdu la... Ouais, ils ont même pas récupéré à peu près la moitié ouais, de leurs investissements. Donc évidemment, c'est un désastre économique. Évidemment, le Covid, encore une fois, a peut-être son petite influence. Parce que finalement, l'histoire, c'est une romance. Une romance assez classique des films d'animation. Avec une fille qui s'appelle Mio, qui est amoureuse de son amie d'enfance depuis maintenant un sacré bout de temps, qui est Arata. Et qui essaie un peu de lui exprimer ses sentiments. Problème, Mio est jamais sûre d'elle, elle ne veut jamais accomplir et aller au bout de ce qu'elle veut faire parce qu'elle est un peu flemmarde. Enfin, c'est ce qu'on pense au début, qu'elle est flemmarde, qu'elle est paresseuse, qu'elle veut rien faire, qu'elle veut jamais prendre de risques, mais c'est parce qu'elle a jamais eu confiance en elle. Bon, personnage féminin renfermé, un peu timide, etc., pas sûr d'elle, avec le personnage masculin qui reste assez gentil, voilà. Reste sur une romance assez basique finalement, hein, c'est pas non plus un truc assez innovant. Mais le film a quand même réussi à attiser ma curiosité dans son ensemble parce que, malgré le fait qu'il y a des moments qui sont un peu clichés, un peu prévisibles, et que des fois l'univers n'est pas forcément en cohérence avec lui-même, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à relever. Bon, déjà, la première chose qui est curieuse, c'est cette espèce de triangle amoureux qui est désigné dès le début. Et je me suis dit, bon, on va être sur une romance un peu avec peut-être des aspects fantastiques, effectivement, vu le titre, Over the Sky. Donc, il y a voilà, un petit triangle amoureux dans une romance. Bon, là encore une fois, assez classique. Mais là, ce qui est assez curieux, c'est que ce triangle amoureux, qui est donc composé de Mio, bien sûr, et de Harata, pardon, et ben, il est composé d'une troisième personne qui est de Madoka. Absolument rien à voir avec Madoka Magica. Si vous posez la question, évidemment que non. Et ben, ce triangle amoureux, qu'on a l'impression qu'il se désigne dès le début avec le comportement qu'a Madoka a dans son regard quand elle voit que Mio est en train de s'amuser ou de bien parler ou de se rapprocher, en fait, on dira, de Rata. Donc finalement, on comprend assez vite que Madoka est amoureuse, évidemment, de Rata aussi. Et il y a une scène qui est assez surprenante, où de par le caractère un petit peu retirer les conflits, les choses qui pourraient être complexes pour elle, Mio va dire à Madoka, Madoka l'interroge sur est-ce qu'elle aime Arata, et ben Mio va surprenamment dire non, alors qu'évidemment c'est faux, hein, elle adore Arata, et Madoka va essayer de foncer, ce qui va rendre un petit peu Mio jalouse, et qui va la faire forcer à quitter ce monde, parce qu'elle se dit la vie est injuste, etc., alors que c'est complètement de sa faute. Ça va l'emmener gentiment à ça, en fait. C'est l'une des causes de pourquoi son départ. Donc le triangle amoureux est mis en place, d'accord. Mais finalement, et c'est ça qui est un petit peu dérangeant, c'est que le triangle amoureux, en fait, on va complètement le perdre de vue après ce moment-là. Il va jamais être représent. Parce qu'en fait, le comportement d'Arata, il va vraiment être celui du garçon qui est absolument amoureux de Mio, et qui finalement a toujours aimé Mio et tout ça, machin, ouais, c'est super romance, mais Madoka, en fait, on la jette à la poubelle, en fait. Mais c'est pas tellement que les personnages sont des connards ou je sais pas quoi, c'est juste que c'est scénaristiquement, on la met complètement de côté, et elle a plus aucune importance, en fait, pour le récit. Et moi, je me demande, en fait, pourquoi. Et du coup, finalement, je me suis presque demandé à quoi ça sert d'avoir ce personnage. Alors, c'est parce est-ce qu'elle est là au début? Elle est dans le train avec ses deux compères, on comprend que voilà, c'est une amie, voilà, c'est un petit un petit trio, machin, très bien. Après, on voit un triangle amoureux, ok, très bien, c'est une espèce de tension, ça peut rendre des choses intéressantes, même si c'est assez classique. Et finalement, ensuite, Madoka, elle disparaît. Parce que quelques instants plus tard, on va voir les deux, Arata et Mio, qui vont sortir ensemble, et Mio qui est perturbée à cause de ce qu'elle a dit justement à Madoka avant. Elle va aller chez la fameuse Devin, qui se révèle être la tante de Arata, on ne sait pas pourquoi, mais peu importe. Et à un moment, ils vont se disputer parce que Arata va avoir des visions qui va lui faire peur. Elle va donc embarquer notre ami Mio, ce qui va lui faire mal. Ils vont se fâcher, et donc Mio, qui va bouder, va finalement essayer de s'excuser auprès d'Arata en allant empoignant son vélo sous la pluie pour aller s'excuser auprès d'Arata. Mais elle va se faire renverser sur la route et va se dire je peux pas renverser par une voiture, donc et dit je peux pas aller voir Arata dans cet état. Le plot twist qui est assez intéressant, c'est que plus tard on apprendra qu'en fait elle s'est bel et bien fait renverser et que c'était beaucoup plus grave. Et là on la voit, on croit qu'elle s'est échappée de son corps volontairement, que son âme s'est échappée de son corps volontairement pour aller au pays de la frontière entre l'au-delà et le monde réel. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Arata ne l'a pas ignoré après cet événement, c'est juste qu'elle n'existait plus. Elle était déjà
sous le format d'une âme, mais elle n'avait pas encore quitté la Terre, parce qu'elle n'a pas accepté que que son âme avait quitté en fait son corps, et que finalement, et c'est là un peu l'incohérence, c'est que pour moi, si c'est pas volontaire de la part de l'ami Mio, ça veut dire que c'était forcément, et c'est ce qu'on nous fait comprendre dans le film, que c'était au moment de cet accident, et que donc par conséquent, si son âme a quitté son corps, son esprit en tout cas, qui a quitté son corps au moment d'un accident, et donc elle l'a pas fait de manière volontaire, ben en fait elle est morte en fait. C'est aussi simple que ça. Et pour moi en fait, il y a quand même un esprit, même si on essaie de faire ça par la volonté de Mio de retrouver son amour, etc., que c'est elle qui décide de revenir vers son corps, etc., de pouvoir euh, de nouveau être elle-même, etc. Mais en fait, ça tient pas la route. Parce que c'est de la pure résurrection. Mio est en train de ressusciter, en fait, simplement. À la fin du film, elle ressuscite. Et c'est là toute la cohérence de ce que dit le fameux Requiem, qui lui dit que tu ne peux pas échapper à ton destin, etc., machin, tout ça. Parce qu'elle est morte, en fait. Et que c'est un peu contre nature, et il le dit d'ailleurs directement le Requiem, et c'est là où c'est habile de la part du réalisateur de le dire que c'est contre nature, parce que c'est de l'arrêt. C'est vraiment... Mio se ressuscite. Donc c'est contre nature, parce qu'elle est vraiment morte. Ou en tout cas, elle est placée dans un coma partiel, etc. D'ailleurs, il faut qu'on m'explique en fait, du coup, quelle est la symbolique réellement de l'âme ou de l'esprit selon le réalisateur, parce que, voilà, quoi, en principe, tu peux pas maintenir quelqu'un en vie qui n'a plus d'âme, selon les Japonais en tout cas, parce que si ça part de son corps, tu ne sers à rien, enfin bref. Donc c'est assez curieux. Donc c'est-à-dire que le film évoque des choses plutôt intéressantes, mais voilà, il y a quand même un espèce de discours du sauvetage par la confiance en soi, par le fait qu'elle veut dire je t'aime à Arata, alors qu'en réalité pas du tout, c'est vraiment plus une résurrection. Et même si le réalisateur essaie de nous faire comprendre ça un peu avec son personnage du Requiem, et ben toute la morale finale du film, elle correspond pas. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui colle pas entre ces deux parties-là du film. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est là où il y a le Requiem et là où Mio se retrouve, c'est dans cette espèce d'entre-deux. Ce qu'on pourrait appeler le purgatoire. Le fait que cette espèce de purgatoire, que nous on appellerait comme ça, avec Saint-Pierre, tout ça, qui soit entre ce monde et l'au-delà, entre notre monde, du coup, et l'au-delà, et ben ça m'a fait penser un petit peu à ce que je disais sur le train de Evangelion. C'est exactement cette idée. Et au passage, le train d'Over the Sky me fait grandement penser à celui du voyage de Shiro. Et finalement, c'est encore une fois le fait qu'Arata se donne à ce pouvoir de pouvoir aller rechercher dans ce monde de la frontière Mio provisoirement montre réellement un attachement profond entre Arata et Mio, et ça va dans les deux sens, donc c'est une belle histoire d'amour. Et dans ces cas-là, si l'attachement d'Arata est si fort à Mio depuis longtemps, et qu'il avait dit je t'aime à Mio depuis longtemps, et qu'ils se sont tournés autour pendant longtemps, à quoi sert Madoka? Elle sert à rien. Peut-être à activer une certaine forme de jalousie en Mio, d'accord, mais c'est Mio qui provoque elle-même cette jalousie en encourageant Madoka d'aller vers Arata. Donc, ça veut rien dire. Encore une fois, moi, je remets en doute l'utilité du personnage de Madoka, euh, vu que, concrètement, après à la fin, Mio dit « J'ai pas voulu exprimer mes sentiments à Arata pour pas briser le triangle amical qu'on avait avec Madoka ». Sauf que le problème, c'est que l'amitié forte entre Mio et Madoka, qu'on essaie de nous faire comprendre avec diverses images, etc., elles nous ont pas été montrées dans le film. Madoka, ces deux apparitions, c'est au train, au début, où elle fait partie de cette amitié-là, mais elle ne parle quasiment pas. Et on comprend qu'ils sont proches, mais c'est trop rapide. Et la deuxième intervention, c'est une révélation d'un amour que Madoka a pour Arata, qu'elle le dit justement à Mio. Et c'est tout. Et ensuite, on ne reparle plus de Madoka pendant quasiment 1 heure, et ensuite, elle revient pour dire « Ah, je voulais pas... » ou Mio dit « Je voulais pas briser notre amitié en dévoilant mes sentiments pour Arata. » Ça n'a pas de sens. Parce que toutes les images qu'on nous montre de cette amitié qui se serait liée, c'est des images qu'on n'a jamais vues dans le film. Ça aurait été plus pertinent de mettre des images d'amitié forte entre Madoka et Mio, montrer une grosse amitié entre les deux, et nous refaire passer ces images qu'on nous a montrées à la fin du film. Là, ça aurait une portée qui est beaucoup plus importante. Parce que là, je suis désolé, le personnage de Madoka ne s'inclut absolument pas dans ce film-là, et c'est quand même assez dommage, je trouve. Malgré tout ça,
malgré le fait que ce film a beaucoup de défauts, qu'on peut le comprendre avec Covid, studio et réalisateur, qu'on est vraiment sur plus un film de lancement d'un projet, plus qu'autre chose. Je sais pas d'ailleurs s'il va revenir. Et ben, il y a quand même un point qui m'a énormément plu dans ce film, et c'est tout le passage où Mio va revenir, mais seulement avec son âme, et qu'elle va observer par elle-même, voire être incapable de serrer dans ses bras Arata, et voir par elle-même que Arata est à genoux devant son propre corps, le corps de Mio, qui est donc allongé dans ce lit d'hôpital. Et le fantôme de Mio, l'esprit de Mio qui observe son corps dans son lit, ça fait... ouais, c'est assez beau. Et surtout, cet Arata qui sent que Mio est là, qui sent que son esprit est présent, mais qui ne la voit pas, forcément, et qui la cherche, et qui veut la retrouver. Alors que pendant ce temps-là, Mio, elle apprend que son destin, c'est de mourir, etc. Et qu'il y a justement toute cette explication avec cet accident de vélo, où finalement, elle a cru qu'elle s'était relevée de cet accident de vélo, mais en fait, non. Cet accident de vélo, où elle a été percutée par une voiture, elle n'en s'est pas relevée. Et c'est là où on apprend tout ça, et là, c'est assez poignant. Et là, honnêtement, c'était un passage du film qui était assez dur, hein, et qui était honnêtement vraiment très beau. Et surtout la détresse d'Arata et de Mio dans les deux sens de ne pas pouvoir serrer dans ses bras l'autre. Mais après, évidemment, Arata et sa tante, la devin, vont aller retirer Mio, le corps de Mio, de son lit d'hôpital et la trimballer dans une voiture. À l'égalité, t'inquiète. Et attendre paisiblement sur le bord d'une falaise que l'âme de Mio, qui s'est décidé une bonne fois pour toutes de se révéler à Arata, va finalement prendre le bon choix et va réussir à se ressusciter par elle-même en prenant la bonne porte cette fois-ci, prenant le bon chemin pour retrouver son corps et donc pouvoir retrouver son Arata et faire des souvenirs avec lui. Et vécu heureux jusqu'à la fin des temps. Enfin, voilà. Enfin, ça c'est pas dit, mais on suppose. Et avec le générique aussi, on a une réapparition de Madoka, où justement on a l'impression, alors il n'y a pas de dialogue, on a l'impression que notre ami Mio dit du coup à Madoka qu'elle est avec Arata, etc. Et elle est très heureuse, elle a les larmes aux yeux, elle est contente pour elle se serre toutes les deux dans les bras. Donc ça a l'air de plutôt bien passer, et même si on s'en doutait que ça allait bien finir, évidemment pour tout le monde. Et puis même après, un peu plus tard, on a un autre plan qui montre Mio évidemment avec Arata, mais Madoka avec un autre gars, on ne sait pas qui c'est, mais avec un autre gars, donc elle a trouvé quelqu'un. Voilà, c'est beau, c'est poétique, c'est magnifique. Là, honnêtement, dans ce film, j'ai trouvé qu'il y avait des bons efforts qui étaient faits pour avoir différentes relations, etc. Il y a quand même une mauvaise exploitation du triangle amoureux, il y a un peu une non-volonté d'assumer que Mio se ressuscite, en fait, dans son film. Donc finalement, ce film n'est clairement pas exempt de tout reproche. On est clairement sur un film très moyen, mais qui n'est pas autant mauvais. On n'est pas sur le niveau Vampire Halls. Je crois que sur My List, il n'a même pas 6 étoiles, un 5,91 peut-être de moyenne sur My List, ce film. Donc c'est quand même pas ouf, on va pas se mentir. Ça a été un échec donc financier. Et le film est quand même assez souvent pas trop apprécié de la part de ceux qui l'ont vu. Mais ça reste quand même un film qui est correct, on va dire. Hein. On n'est pas sur un niveau de négligence aussi importante que le Mystère des Pingouins, par exemple, que j'ai trouvé. Ou en tout cas, le Mystère des Pingouins, je suis vraiment pas rentré dedans. Moi. Enfin, c'est juste pas passé. Là, on a des belles tentatives, mais on sent que c'est vraiment un film de lancement, comme je disais, avec une carrière qui est très maigre, que ce soit de la part du studio ou du réalisateur. Et ça s'est ressenti en fait dans le film. Mais du coup, je suis quand même assez plein d'espoir. Je me dis que si Monsieur Senna venait à revenir, bah, ce serait peut-être mieux. Il y a du progrès, il y a des efforts, il y a des choses qui se font. Mais en général, ce progrès-là, il est mieux d'être observé sur un animé saisonnier, un petit slice of life romance de 12 épisodes. C'est plus sur ça, en général, qu'on attend de voir les lancements et les progrès. Sur les films d'animation, c'est plus de la confirmation, le niveau suprême d'un réalisateur. En général, les films, ça veut pas dire que les films sont forcément meilleurs que les animés, mais les films en général sont plus
sont faits par des gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans le milieu de l'animation japonaise, et souvent ça se ressent. On avait parlé il y a quelques temps de Silent Voice. Naoko Yamada, elle avait une expérience de fou avant de faire Silent Voice. Mais le talent, elle l'a toujours eu. Le talent, Naoko Yamada, elle l'a toujours eu, mais il fallait de l'expérience. Parce que le talent ne suffit pas pour les films, en général. Il faut de l'expérience, parce que il faut gérer un budget, c'est quand même très compliqué. Les studios et les distributeurs et les producteurs, ils te mettent un peu la pression, parce que c'est des projets qui coûtent cher. Enfin voilà, je pense que vous connaissez la chanson. Et donc, ce film est assez bien, mais quand même décent pour un film, mais encourageant par rapport en vue de la carrière du studio et du réalisateur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, vous avez vu que le décor est un peu fait à l'arraché avec Over the Sky qui était là, Altair bien sûr, et puis quelques autres trucs parce que pourquoi pas. Évidemment, la vidéo ne sera pas du même côté de mon nouvel appartement, du coup, ce sera de l'autre côté de la pièce. Bon, je vais pas vous montrer maintenant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la vidéo de la semaine prochaine qui sera du coup sur Violet Evergarden, les films. Les 2 films. Et puis comme d'habitude, évidemment, il y aura encore dans 3 semaines, enfin dans 2 semaines maintenant, du coup, le Japanimpedia, comme je viens de le lancer. Et je précise aussi donc Amer Béton qui a été annulé hein, à la DER après avoir été repoussé. Je le ferai du coup pour la 40e vidéo sur un film d'animation, donc dans 3 semaines, la prochaine. Ça, il n'y aura pas de surprise du coup. Parce que simplement, comme j'avais annoncé dans mon post, je n'ai pas encore de télévision et j'ai essayé de trouver. Du coup, c'est pas grave, je suis pas obligé de regarder sur ma télé. Il faut juste que je trouve une autre façon de regarder, mais il n'est pas sur Crunchyroll, la mère béton, il n'est pas sur Netflix, il est ni sur divers sites de streaming plus ou moins légaux. Je l'ai littéralement trouvé nulle part, même sur YouTube ou Dailymotion, même vous ne le trouvez pas. C'est c'est assez terrible, et du coup ce film, j'ai l'impression qu'il existe que sous son format physique. C'est pour ça que j'ai décidé de changer pour Over the Sky, qui là était possible de le regarder en streaming évidemment. Donc je ne l'ai pas regardé dans sa boîte, ouais. C'est triste, mais je l'avais déjà vu ce film dans sa boîte. Voilà, donc vous avez un peu plus de clarté. Et voilà, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine, et donc à plus tout le monde.